Depuis 7 ans, j'ai scalé un bon nombre de startups et d'architectures. Dans certains cas, ça a été relativement facile et en quelques jours, on a pu construire une infrastructure pour gérer des millions d'utilisateurs. Mais par contre, dans d'autres cas, ça a été très compliqué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple et non technique ce qu'il y a à savoir sur la scalabilité d'une solution et surtout ce qu'il faut demander aux développeurs pour que ça scale facilement. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser deux exemples de startups avec lesquelles j'ai travaillé durant ces dernières années. La première est une startup qui était dans l'EdTech, dans le monde de l'éducation, et qui avait un logiciel qui avait été développé vraiment sur mesure, qui était vraiment pas adapté à devenir scalable, à devenir scalable. Et donc, il a fallu l'adapter, le transformer, ajouter des composants, etc. Et ça a pris plus de 6 mois pour être capable de gérer plus de 2000 utilisateurs simultanés. D'un autre côté, j'ai eu un autre projet avec qui ça a été très simple. On l'a fait en quelques jours. Il a juste fallu scaler l'architecture et non pas scaler le logiciel. Et c'est là qu'il y a eu toute la différence. Parce que dans certains cas, il va falloir transformer le code, l'adapter, transformer les composants, changer la logique, etc. Dans un autre cas, on va juste déployer de nouveaux serveurs, de nouveaux services et ça scale tout seul. Et c'est ça qui va faire la différence entre les deux. Alors, pour comprendre bien le fondement de tout ça, il y a déjà deux manières de scaler une architecture, deux manières de scaler un logiciel. Premièrement, la plus simple, c'est ce qu'on va appeler la scalabilité verticale. Autrement dit, nous allons prendre notre serveur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par un serveur plus puissant. C'est généralement le premier réflexe, c'est ce qui est le plus facile à faire, mais ça a certaines limites puisque ça aura la limite de ce gros serveur et puis potentiellement de malfaçon dans le logiciel. Deuxième solution, et la meilleure évidemment, c'est de faire ce qu'on va appeler une scalabilité horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer notre serveur par de plus gros serveurs, on va simplement le remplacer par plusieurs autres serveurs, et pas forcément plus gros d'ailleurs, juste d'autres serveurs. Et cette deuxième solution a deux avantages. Premièrement, c'est que si jamais il y a un des serveurs qui échoue, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, hop, on va basculer sur un autre serveur. C'est ce qu'on va appeler de la haute disponibilité. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'il n'y a quasiment pas de limite. Parce que plus nous allons avoir de requêtes, plus on déploiera de serveurs. Et c'est comme ça qu'on fait tourner un Facebook ou un Google, sans avoir cette limite du serveur en lui-même. Alors, maintenant que vous comprenez ce concept, on va rentrer un peu plus dans le détail sur finalement qu'est-ce qui rend une application compatible avec la scalabilité horizontale. Et c'est vraiment le point de la vidéo aujourd'hui de ce qu'il faut faire attention quand on va lancer les développements de votre solution pour que ça soit scalable. Alors, vous devez peut-être savoir que n'importe quel logiciel est composé de 3 composants. On a l'application, ce que l'on va exécuter, donc souvent sur un serveur. Nous allons avoir les fichiers de l'utilisateur qu'on va devoir stocker et nous allons avoir la base de données. Et donc, le problème avec la scalabilité horizontale, c'est comme on va utiliser plein de serveurs, on ne peut rien stocker sur ces serveurs, ni fichiers utilisateurs, ni base de données. La seule chose qui sera stockée sera finalement l'application qui aura été copiée juste quand on aura lancé ces serveurs. Donc, le problème, c'est qu'il va bien falloir stocker ces informations quelque part. Et la solution, c'est de les stocker sur ce qu'on appelle un cluster. Alors, un cluster, c'est quoi? Un cluster, c'est un groupe de serveurs qui vont avoir qu'un seul et même rôle. Par exemple, exécuter des applications, ou stocker des fichiers, ou stocker une base de données. Et c'est de cette manière-là que l'on va pouvoir scaler un service et donc de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, il y a tout un tas de types de clusters. Là, je vous ai parlé des 3 principaux, mais il y en a pour du big data, pour de l'intelligence artificielle, etc. Il y a plein de types de clusters qui existent. Et c'est aussi ce qu'on appelle un peu plus communément maintenant les services cloud. En fait, un service cloud, qu'est-ce que c'est? Un service cloud, c'est juste un cluster qui est managé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gérer soi-même plein de serveurs, de les connecter entre eux, de faire tout un travail de supervision, s'il y en a un qui crache, etc. Tout ce travail qui est extrêmement complexe,
on le donne à Google, à Amazon, etc. On le donne à des cloud providers et c'est leur boulot de nous mettre à disposition un cluster opérationnel. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler facilement, relativement facilement, je veux dire, une startup. La seule chose que nous avons à faire en tant que startup, et surtout vos équipes techniques, ce qu'ils doivent faire, c'est d'utiliser les services standards pour être compatibles avec les solutions cloud ou les solutions qui sont compatibles en mode cluster. Alors, s'il y a bien quelque chose qu'il va falloir demander à votre développeur, en fait, ça se résume quasiment en une seule chose, en un seul mot, un mot un peu complexe, c'est le mot stateless. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Stateless, ça veut dire simplement que c'est compatible avec de la scalabilité horizontale. Autrement dit, ça veut dire que l'on ne stocke rien sur le serveur. On n'a rien de stable, stateless. Et on ne stocke rien de stable sur le serveur. Et on va pouvoir donc utiliser des services annexes, des services qui sont compatibles avec les clusters, avec les services cloud, pour stocker les données qui sont réellement importantes. Généralement, base de données, fichiers et éventuellement d'autres services si nécessaire. On va généralement télécharger aussi l'application quand on lance le serveur. Bref, techniquement, pour rester très simple, vous pouvez très bien avoir une solution compatible scalabilité horizontale, stateless, mais avoir qu'un seul et même serveur. Je ne vous dis pas qu'il faut lancer une startup avec 10 serveurs, une grosse infrastructure, etc. Non, 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 surtout pas. Il faut faire les choses très, très simplement. Et vous pouvez avoir qu'un seul et même serveur, juste utiliser les services qui sont compatibles et qui sont standards. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut demander à votre développeur. 1. Toujours stocker les fichiers utilisateurs sur un service distribué. 2. Utiliser une base de données et un framework standard, comme ça c'est scalable, et c'est surtout qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà scalé avec ce type de base de données et avec ce type de framework. Ne pas utiliser de script particulier un peu lourd sur le serveur web parce que ça va ralentir vos performances et c'est ça qui généralement souvent fera crasher si jamais il y en a. 4. Stocker les sessions dans une base de données spécifique, comme ça on est compatible et on ne stocke rien en local et les utilisateurs qui seront connectés ne perdront pas leurs sessions si on passe d'un serveur à l'autre. Alors maintenant que nous avons atteint ce niveau de détail, vous devez vous demander mais comment ça va se passer pour moi? Je suis fondateur non technique, quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer? Alors la toute première étape elle est extrêmement simple et vous pouvez la réaliser par vous-même. La toute première étape c'est d'utiliser ce qu'on va appeler un CDN. Alors un CDN, c'est Common Distributed Network, c'est un réseau de clusters qui vont pouvoir distribuer les contenus statiques et qui sont généralement distribués tout autour du monde. Autrement dit, quand vous allez avoir un fichier, par exemple une image dans votre application, eh ben, un serveur aux États-Unis, en Inde, peu importe où seront positionnés vos clients, à chaque fois qu'un utilisateur va demander cette image, on va vérifier si oui ou non dans le réseau CDN, cette image est disponible. Si elle l'est, ben on envoie cette copie. Si elle ne l'est pas, on vient solliciter votre serveur. Et rien que installer ça avec une solution comme Cloudflare, par exemple, ça va vous économiser plus de 70% des requêtes sur votre serveur. Et donc, ça retardera le moment où il faudra scaler votre architecture. Maintenant, la prochaine, dans la phase de croissance, la prochain challenge, j'ai envie de dire, le prochain goulot d'étranglement, ça sera forcément sur vos bases de données. Alors, les solutions pour les bases de données sont multiples et elles sont spécifiques. Généralement, on va avoir des bases de données qu'il va falloir optimiser pour le moteur de recherche, une autre base de données qui sera optimisée peut-être pour des plus grosses bases de données, pour des big data, peut-être une base de données qui sera dédiée aux interactions temps réel, comme par exemple sur un chat, etc. On parle aussi souvent de service queue, de file d'attente. Et on peut aussi avoir des bases de données qui sont dédiées pour tout ce qui est stockage court terme, on va dire. Typiquement, le nombre de likes ou le genre de choses qui n'ont pas besoin d'être modifiées fréquemment, mais qui seront synchronisées avec la base de données principale. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler votre architecture. Mais vous savez que ce type d'architecture, à un moment donné, vont devenir un petit peu complexes. Alors, généralement, un bon architecte va vous aider à définir ce type d'architecture. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait avec les startups qu'on accompagne à MyCTO Friend. Mais il va falloir souvent passer à la phase d'après où quand vous allez avoir 10, 15 serveurs à gérer, ben ça va devenir très compliqué. Donc vous allez devoir avoir une équipe qui gère ça ou potentiellement outsourcer ou demander à une société de gérer votre infrastructure. Et on va utiliser dans ce cas-là ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infrastructure as code? L'infrastructure as code, c'est tout simplement un script qui va vous permettre de redéployer la totalité de votre infrastructure.
Autrement dit, vous allez pouvoir lancer dans le cas où votre data center crash, s'il prend feu ou si jamais vous perdez complètement les serveurs qui sont sur un site, vous allez pouvoir relancer vos sauvegardes et votre application et vos 10 serveurs et tous vos services en genre 10 ou 15 minutes, juste en ayant lancé ce script d'infrastructure as code. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Et donc, le dernier point que je n'ai pas forcément détaillé, mais c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir, dans votre phase de croissance, basculer sur le cluster d'applications distribuées. J'en ai parlé en tout début. Il va falloir tôt ou tard basculer d'un seul et même serveur à plusieurs serveurs. Souvent, c'est soit un peu avant, soit un peu après la base de données, mais ça, c'est généralement quasiment en même temps que l'on revoit l'infrastructure et donc on va passer sur un cluster d'applications. Et là, le cluster d'applications travaillera avec ce qu'on appellera un load balancer qui fera de la redirection. Voilà, mais je vous passe maintenant les détails. Ce qui est important de retenir, c'est que finalement, la scalabilité, ce n'est pas qu'une question d'être capable de gérer une grande quantité d'utilisateurs, mais c'est aussi être question de gérer de la haute disponibilité pour vous permettre, en cas d'incident sur un data center, sur des serveurs, de pouvoir quand même délivrer un service, quand même délivrer votre application et ne pas atteindre à votre réputation. Donc, conclusion de cet épisode. Pour avoir une application scalable, il faut qu'elle soit stateless, et ça veut dire stocker des fichiers sur un service distribué de type Amazon S3 par exemple, utiliser des bases de données et des frameworks qui sont standards. Ça, je ne pourrai jamais le répéter assez. Ne faites pas des choses qui soient trop en dehors des sentiers battus parce qu'on n'a pas de retour d'expérience sur des technologies qui ne sont pas suffisamment éprouvées. Utilisez un CDN, déployer une application, un cluster d'applications, je veux dire, comme ça vous allez pouvoir scaler de manière horizontale votre application et utiliser des bases de données spécifiques et optimisées pour chaque besoin. C'est comme ça que vous allez pouvoir retirer ce goulot d'étranglement que vous allez avoir sur votre application. Vous savez, la scalabilité logicielle est quelque chose d'assez pointu et qui demande un assez haut niveau d'expertise. C'est pour ça qu'on parle d'architecte logiciel. Si vous avez suivi les recommandations de cet épisode, celles que je vous ai juste partagées, que vous les avez partagées avec votre développeur, vous devriez normalement pouvoir économiser déjà un bon paquet de budget sur vos développements futurs, sur votre phase de croissance et également beaucoup de temps et vous serez donc beaucoup plus rapide pour de vos développements. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et pour recevoir évidemment chaque semaine les astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.